d'une semaine en France avec nos invités. Delphine Mimouni du Figaro, Marc Secali de France 24, Bruno Jeudi du Journal du Dimanche et Christian Mallard de France 3. On a parlé donc du Liban, de la Syrie, de l'Égypte. Le régime égyptien reste sourd à l'indignation des Occidentaux. On l'a vu ces derniers jours, plus de 800 morts ces jours-ci. L'accalmie va-t-elle durer en Égypte? On a le sentiment, est-ce qu'on n'a pas le sentiment de se dire, dans le fond, le régime a fait le sale boulot, il a un peu coupé la tête aux frères musulmans? Est-ce que l'accalmie sera de courte durée ou ça peut reprendre? On a du mal à croire que l'accalmie va être longue. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a depuis le Caire. Ça risque de pas durer très longtemps. De pas durer. Dans la mesure où, oui, les têtes de la confrérie ont été coupées, mais il y a quand même une base qui est toujours là. Alors le problème, c'est que la base est déboussolée, puisqu'on sait que les frères musulmans, c'est une organisation très hiérarchisée. Et du coup, les gens sont un petit peu perdus. En même temps, vu ce qui s'est passé, vu le massacre qui s'est passé à Rabat al-Adawiya, on n'est pas à l'abri d'une radicalisation de certains supporters des frères musulmans qui vont utiliser des techniques plus violentes. On l'a vu récemment au cours de ces derniers jours, avec notamment ces attaques très ciblées d'églises pour viser la communauté copte qui est aveuglement et puis qui soutient fermement l'armée qui a aujourd'hui repris le pouvoir. Marc? Aujourd'hui, c'était le vendredi des martyrs. Oui. Vendredi des martyrs. Oui. Bon, la mobilisation, on peut dire que c'est un échec. Mais moi, j'ai envie d'aller dans votre sens et dire que maintenant, le pire peut commencer. Parce qu'une fois que les frères musulmans sont démantelés, qu'ils passent dans la clandestinité, qu'ils mettent le feu dans le Sinaï, on ne parle pas du tout des gens de Al-Nour, qui sont encore à l'extrême, qui sont des salafistes, qui ont fait, je crois, 20%. Aux élections. 40 pour les frères musulmans, 20 pour les salafistes. Une vingtaine pour Al-Nour. Il y a quand même 20% de gens purement salafistes qui trouvent les frères musulmans modérés. Eux, on ne les entend pas. Ils sont tapis dans l'ombre et attendent leur heure. Là encore, Roselyne, vous disiez l'indignation des chancelleries, l'indignation des Occidentaux. Mais comment peut-on être indigné? Attendez. Le régime précédent a commis d'énormes, il reste une vraie dictature, qui a commis beaucoup d'erreurs. Et les militaires n'ont jamais montré que c'était des gens capables de gérer le pays politiquement et économiquement, qui est la clé du problème. C'est l'économie aussi. Mais les frères musulmans, c'est quand même pire que le régime précédent. Et là-dessus, moi, vous allez prendre pour un avocat de Poutine. Non, c'est quand même pire. C'est quand même pire. En un an, ils ont fait preuve de leur incompétence politique et économique. Ils allaient faire une dictature religieuse de l'Égypte, soyons sérieux. Est-ce que le monde arabo-musulman peut se permettre ça quand on sait le pilier du monde arabe? Et puis est-ce que l'Occident peut avoir encore des frères musulmans, des islamistes qui vont gouverner? Moi je pense que si l'Occident et si le monde arabo-musulman arrive à mettre fin à l'islam politique incarné aujourd'hui par les frères musulmans en Égypte, et qui pourrait aussi être en Tunisie, je regrette parce qu'on ne parle pas de la Tunisie qui a 10 fois moins d'habitants que l'Égypte, mais franchement, je pense qu'on ne va quand même pas pleurer et faire des frères musulmans des victimes, comme le font certains leaders occidentaux. Mais est-ce que c'était une raison pour les renverser par un coup d'État militaire si violent, je dirais? Le problème, c'est qu'il faut quand même rappeler, c'est vrai que ça a fait... Ils ont été élus démocratiquement. Ils ont été élus démocratiquement. C'est vrai que Morsi a été un très mauvais manager, avant tout au niveau économique, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il a été très très critiqué. En même temps, on s'en rendait bien compte ces derniers mois, il était en train de s'embourber lui-même, et les frères musulmans étaient en pleine chute au niveau de leur cote de popularité, notamment dans les syndicats. Ça a été très révélateur. Il y a eu des élections quelques semaines avant le coup d'État qui prouvaient bien que les frères perdaient les élections syndicales. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Donc n'aurait-on pas dû attendre les élections législatives, laisser parler les urnes et laisser entendre les voix libérales? Ça a été un déni de démocratie. Est-ce que vous ne pensez pas, Delphine, vous qui êtes sur place et qui êtes la spécialiste sur le terrain, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'on a eu affaire à un coup d'État qui a appuyé une contre-révolution qui était en train de s'organiser avec ce mouvement Tamarod et ces millions d'Égyptiens, parmi lesquels il y avait des gens qui avaient voté pour Morsi. Et je pense aux gens des classes populaires qui n'avaient pas envie d'avoir une république islamique. Je regrette. Ces gens-là, ils veulent vivre dignement. Là aussi, les Occidentaux se posent une question compliquée. C'est-à-dire, c'est difficile de se dire, tiens, le président élu a été déposé, le président déchu a été libéré.
Donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué comme situation. Mais encore une fois, l'armée, et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, l'armée a le soutien d'une grande partie de la population. D'une grande partie de la population aujourd'hui. Mais il ne faut pas que l'armée reste longtemps. Une grande partie de la population, c'est vrai, parce que on le sent, il faut être réaliste. Chez beaucoup d'Égyptiens, il y a une haine viscérale des islamistes. Qui remonte aussi aux années noires, années 90. On se souvient des attentats contre des hôtels, contre des églises, etc. Maintenant, moi, j'appelle à la prudence encore une fois, c'est-à-dire que, oui, il y a une nouvelle voie qui émerge maintenant, une troisième voie. Silencieuse, d'ailleurs très critiquée de part et d'autre, mais qui se dit anti-Morsi, mais qui n'est pas prête non plus à céder le pouvoir à l'armée. Ils ont raison. En fait, et El Baradei est le meilleur exemple. Et aujourd'hui, le pauvre, il est quand même accusé de trahison. Parce qu'on a l'impression qu'elle est quand même coupée en deux, cette société égyptienne, entre, dans le fond, ceux qui sont islamistes et ceux qui ne le sont pas. C'est flagrant. L'Égypte est complètement fracturée. Et c'est une division qu'on constate dans les villages, en dehors du Caire, mais également au sein de certaines familles. Il y a des couples qui s'entre-déchirent aujourd'hui par rapport à la situation, qui me rappelle, moi, une espèce de libanisation, je dirais, de l'Égypte aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas, Delphine, que les militaires comprennent qu'ils ne doivent pas rester longtemps au pouvoir? En effet, vous avez raison. Est-ce qu'il ne faut pas avancer les élections? Les militaires veulent faire les élections législatives présidentielles au moment de février-mars 2014. Moi, je pense que c'est trop tard. Il faut les faire avant pour que le peuple puisse s'exprimer à nouveau, donner la voix au peuple, sinon ça se retournera aussi contre les militaires. Oui, peut-être, j'aimerais poser une question à Delphine et Marc et Christian. Et Bruno, vous pouvez y répondre. Moi, je me pose cette question dans le fond. Pourquoi le régime, aujourd'hui, égyptien, veut à tout prix garder le pouvoir? Est-ce qu'il veut le garder pour le garder ou parce qu'il veut préserver un modèle existentiel aujourd'hui, c'est-à-dire un modèle de société laïque qu'il a presque toujours connu? Je dirais que c'est ce qui est mis en avant, bien évidemment, dans les discours politiques. En même temps, que c'est le pouvoir pour on connaît les intérêts économiques de l'armée qui veut à tout prix les préserver. Et d'ailleurs, quand on discute avec certains Égyptiens, notamment les révolutionnaires qui sont complètement déprimés aujourd'hui, ils se disent finalement, la révolution du 11 février 2011, est-ce que ce n'était pas le premier acte du coup d'État ? Quand l'armée s'est rangée du côté de la population pour soutenir la chute de Moubarak, parce qu'il y avait cette peur déjà à l'époque de l'armée de voir Moubarak donner les pouvoirs à son fils Gamal. Et là, aujourd'hui, donc deuxième acte du coup d'État, avec une reprise en main totale du pouvoir, avec toutes les conséquences. Moi, je trouve quelque chose d'assez incroyable, c'est que finalement, alors évidemment, l'histoire va très vite. On voit bien que, par exemple, la libération, entre guillemets, de Moubarak cette semaine est quasiment un non-événement. Vous disiez, c'est plus rien. Et en même temps, ça prouve à quel point l'histoire galope vite dans cette région. Et au fond, c'est... Voilà, les révolutions, même en Europe, il y a 2 siècles, elles ne se sont pas faites en 2 ans. Enfin, ça a duré sur des périodes assez longues. Et au fond, l'Égypte connaît une transition révolutionnaire, peut-être entre 2 styles de régime, de société. Et là, on est peut-être au milieu du gué. C'est un retour en arrière. En fait, entre l'armée et les frères musulmans, elle n'est pas nouvelle non plus. Rappelez-vous, 52, la révolution des officiers libres, l'arrivée au pouvoir ensuite de Nasser. Dès cette époque déjà, il y y avait les militaires finalement ne sont jamais sortis du décor. Je me demande quand même, Delphine, s'il n'y a pas un jeu sous-jacent hypocrite encore. Je suis désolé, on va me prendre pour un anti-américain. La diplomatie est souvent hypocrite. Des Américains. Ils ont quand même lâché Moubarak comme une vieille chaussette, ça c'est clair. Obama l'a lâché comme une vieille chaussette. Et en même temps, moi je note que 15 jours, 3 semaines avant le coup d'État qui appuie cette contre-révolution, le général Abdel Fattah al-Sisi avait des contacts suivis tous les jours avec Susan Rice, qui est quand même la patronne du Conseil de sécurité à la Maison-Blanche, et avec Chuck Hagel, le ministre de la Défense américain. Bon, je sais qu'il a été formé aux États-Unis, et je me demande quand même si dans cette deuxième phase, finalement, Obama ne s'est pas rendu compte qu'il avait fait une erreur en jouant avec les frères musulmans, et qu'après tout, il fallait peut-être recentrer le jeu autrement. Marc, et après on passe à la France. Oui, moi, ce que je crains, par-dessus tout, c'est une sorte d'afghanisation du Sinaï, qui est une région très compliquée, où on peut voir se développer une guérilla extrêmement violente, qui serait une sorte de fuite en avant pour les islamistes très durs,
qui pourrait même mêler Israël à cette histoire et qui provoquerait des embrasements réguliers. Ça deviendrait un peu comme le sud de la Libye, cette espèce de zone un peu... Pire, parce qu'on pourrait remettre en question les accords de Camp David. La situation au Sinaï est très grave et très dangereuse. Et c'est là que ça peut déraper, être l'étincelle qui fait exploser toute la région. Alors, on va parler de la France qui réjouit Bruno jeudi. Avec vous la rentrée ça ne me déplaît pas. La rentrée du gouvernement avec de bonnes nouvelles pour François Hollande et le rebond surprise de la croissance de 0,5% au deuxième trimestre. Est-ce que ça va lui donner de la crédibilité pour faire ses réformes, pour avancer ? En tous les cas, il faut reconnaître, et il faut même presque battre sa coulpe, la plupart des observateurs ont rigolé, ricané lorsqu'il a dit la reprise est là au 14 juillet. En plein été, personne n'y croyait. Et la surprise à la fin de l'été, c'est qu'il y a un plus 0,5 au second semestre 2013. Évidemment, il faut l'accueillir tel qu'il est, comme une bonne nouvelle. Maintenant, la vraie question, quand on va un petit peu plus loin, c'est est-ce que c'est durable ? Les Allemands ont fait plus 0,7. Un peu partout, il y a les prémices d'une reprise. Seulement pour la France, on s'interroge pour savoir si ça va durer. Et à mon avis, la crédibilité, il la gagnera. Pour répondre à votre question, Rosine, si le troisième trimestre et la suite, on est sur les mêmes bases, ce qui n'est pas certain. Et en matière d'économie, c'est comme pour la météo, c'est pas si facile que ça de prévoir, surtout quand on interroge les économistes. Mais c'est vrai que au sens strict, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au moment où lui, il a une loi de finances très compliquée à boucler, une réforme des retraites qui s'annonce, et puis toujours la pression de la Commission de Bruxelles, c'est plutôt mieux d'attaquer la rentrée sur ces bases-là que l'an passé, où il avait une avalanche de plans sociaux. On l'a un petit peu oublié, mais l'un des moments difficiles pour François Hollande, ça a été ce mois de septembre et ce mois d'octobre 2012, où il a dû faire face à des plans sociaux en cascade. Oui, mais tout à l'heure, il y a le patron du MEDEF qui a quand même dit, Pierre Gattaz, qui ne sentait, lui, pas de frémissement économique du tout. C'est la vraie dans question. Nos pays. Est-ce que c'est durable? Donc 0,5, ça suffit, 0,5%? Non, ça suffit pas. Mais c'est le patronat dans l'opposition, quand même. Oui, mais même. Non, mais c'est vrai que la vraie question, c'est est-ce que c'est durable? Alors, certains économistes vous disent ça peut être porteur parce qu'aux États-Unis, parce qu'en Allemagne, parce qu'en Angleterre, et même les pays du sud de l'Europe, je pense à l'Espagne, où il y a quelque chose, on voit bien les exportations, tout ça, redécolle. Mais en même temps, en France, il y a un point faible, c'est l'investissement qui reste négatif, les exportations qui restent quand même un des points noirs français. Et est-ce que, d'après vous, François Hollande qui disait, il l'a dit très tôt, il y a quelques mois, qu'il pouvait inverser la courbe du chomage, visiblement avant la fin de l'année, visiblement il est peut-être en train de réussir. Christian, est-ce que... Vous savez que la méthode Coué, on peut tout faire. La méthode Coué, elle mène à tout. Donc, à un moment donné, pourrait-il dire, oui, j'avais la méthode Coué, regardez, on a des bons résultats. On va demander à l'ONU ce qu'elle en pense. Non, je ne vais pas demander à l'ONU, surtout pas. Mais la méthode Coué peut être... Le problème, c'est qu'il est... Le problème, c'est qu'il est peut-être capable d'inverser cette courbe du chômage, parce que d'abord, l'augmentation du chômage a été très forte pendant là, pour le coup, on a des chiffres, a été très forte de pratiquement toute l'année 2012 et tout le début de l'année 2013, mois après mois, on avait des 30, 40, 50 000 chômeurs de plus, voire plus. Là, on sait que ça diminue un peu, c'est-à-dire qu'on va être plutôt sur une tendance de 5 à 10 000. Donc, effectivement, avec les emplois aidés, tout le programme d'emploi aidé, c'est-à-dire les emplois que nous tous payons par nos impôts, ça va sans doute faire diminuer le stock de chômeurs. Là encore, est-ce que ça diminue l'espace du mois de janvier, du mois de février, et ça repart à la hausse derrière parce qu'il n'y a pas de reprise. Voilà. Donc, la question, on en revient toujours, c'est est-ce que la croissance va être durable? Et sans croissance durable, il n'y aura pas de baisse de chômage durable. Il ne va pas être victime du syndrome Sarkozy, qui avait lui aussi profité d'une sorte de croissance générale en Europe, puis à qui après on a reproché de ne pas avoir fait de croissance. C'est tout le problème de la France, Marc. Vous savez, en France, quand il y a la crise, quand elle sévit sur le monde entier, elle est un petit peu amortie en France parce que nous avons les fameux amortisseurs sociaux. Hein, et puis lorsqu'il y a la reprise, elle est un peu moins forte en France parce que les amortisseurs sociaux, ça coûte cher. Il y a une exception française à tous les niveaux. Christian, vous trouvez qu'on paye trop d'impôts en France? Ah oui. Oui. Vous aussi. Moi, je suis exemptée, étant expatriée en Égypte. Vous êtes expatriée. Il y a les chiffres, Rosine. Nous sommes le deuxième pays après le Danemark
en termes de prélèvements obligatoires. Donc il y a un classement, il existe. Les prélèvements obligatoires, c'est pas loin de 50% en France. Alors, pourquoi vous ne me posez pas la question? Je ne paye pas d'impôts. Si, Marc. Si, patron, Marc. Mais parce que je connais votre réponse, forcément. On en a parlé dans les couloirs, c'est abominable. Non, bien sûr, les universités d'été du Parti socialiste à La Rochelle sont en train de débattre de ce sujet-là. Il y a un ras-le-bol des Français pour la fiscalité. Et boum, on apprend hier qu'il y aura une nouvelle taxe carbone. Et ça met en colère certains socialistes, dont Moscovici, qui lui est quand même le patron de Bercy et qui dit stop. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est les socialistes, ils ont augmenté les impôts en 2012, 2013, et puis là maintenant ils font le débat sur est-ce qu'on les a pas trop augmentés. Donc on a un gouvernement où il y a deux camps, vraiment très très clair. Hein. Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l'économie, qui lui aussi pense que les impôts, on en a un petit peu trop fait. Et puis de l'autre côté, vous avez les ministres, on va dire, plutôt dépensiers. Alors ce nouveau ministre de l'écologie, Philippe Martin, qui a annoncé Urbi et Orbi que Abemous, nouvelle taxe, la taxe carbone. Et puis vous avez Marisol Touraine qui va augmenter la CSG. Oui. Donc effectivement, mais il faut faire plaisir aux Verts dans la perspective des municipales de 2014. François Hollande, en homme de la synthèse, taxe carbone achète les Verts. Il veut garder les Verts, les écologistes dans la majorité, et il crée cette taxe carbone dont on ne connaît pas. Alors il faut être juste, on ne connaît pas exactement ce que va être cette taxe carbone. Peut-être que le ministre de l'écologie s'est d'ailleurs un petit peu emballé parce que ça peut être simplement le verdissement d'une taxe qui existe déjà. En tous les cas, c'est vrai que pour planter une université d'été, vous discutez des impôts, c'est pas mal. Alors, on va écouter un homme, vous allez le reconnaître très très vite. Il est membre du gouvernement. Il a non pas un képi sur la tête, il pourrait en avoir. C'est le ministre de l'Intérieur. Je gêne à droite. Parfois, certains à gauche ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je n'ai pas d'ennemis à gauche. Et je ne polémique jamais avec la gauche. Ça n'a aucun sens. Il polémique, et pourtant il la cherche, la polémique, puisque donc Manuel Valls, vous l'avez reconnu, est l'homme qui fait grincer des dents à gauche, parce qu'il est... l'homme de droite du gouvernement. Vous l'avez dit. Applaudi par Jean-François Copé. Il vous fait penser à quelqu'un, peut-être? Moi, dans sa façon de ratisser son énergie, peut-être à Sarkozy. À Sarkozy, c'est ce qui a mis en colère Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui n'hésite pas, à le comparer à Nicolas Sarkozy. Il parle d'un homme dur et violent. Moi, je crois que Manuel Valls a passé un bel été. Manuel Valls, il a fait une percée politique incroyable. C'est quelqu'un qui, il y a 1 an et demi, faisait 5% dans la primaire socialiste. Ensuite, il est devenu porte-parole de François Hollande. Aujourd'hui, il est ministre de l'Intérieur. On parle quasiment d'un vice-premier ministre. On l'a vu tout l'été. On l'a vu tout l'été poser des jalons pour éventuellement prendre la suite de Jean-Marc Ayrault. Oui. Delphine, vue du Caire, Manuel Valls vous inspire c'est vrai que même jusqu'au Caire, je veux dire, quand on suit l'actualité française depuis le Caire, on a entendu beaucoup parler de lui. S'il y a un personnage qui a retenu l'attention de l'été, c'est quand même Valls, avec aussi ses déclarations liées au regroupement familial, le port du voile dans les universités, etc. C'est des paroles qui font couler de l'encre, en effet. Moi, je suis d'accord avec Valls sur les propos qu'il vient de tenir sur le regroupement familial et le problème d'immigration. Michel Rocard, si mes souvenirs sont exacts, disait que la France ne pouvait pas recevoir toute la misère du monde. Une phrase qui est restée, effectivement. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, il faut aider les gens qui sont dans la détresse sociale, la misère. Mais en même temps, je pense que c'est Giscard d'Estaing qui, en 1976, avait posé le problème du regroupement familial. Je pense qu'à un moment où il se passe aujourd'hui beaucoup de problèmes économiques au plus haut niveau, je pense qu'il faut peut-être remettre la question sur la table. La France ne peut pas accueillir tout le monde, c'est triste. On n'est pas du Front National quand on dit ça, je regrette. Simplement, je pense qu'il faut reposer le problème du regroupement familial et le problème d'immigration. En tous les cas, Christian, ce qui est certain, et là, il y a un apparentement avec Nicolas Sarkozy, je rejoins Marc, c'est que Manuel Valls a vraiment le chic pour justement aller briser les tabous, aller sur les dossiers qui font quand il dit je évidemment pas, il est de mauvaise foi. Qui évidemment font polémique à gauche. La question du regroupement familial, on l'a vu, a tout de suite hérissé une bonne partie de la gauche droite de l'homiste. Et au fond, on réveille un vieux clivage à gauche, qui est le clivage entre les sécuritaires, pour faire simple, et les laxistes. C'est un clivage qui existe depuis longtemps, Rosine. Vous savez, il y a eu Defer, Badinter, on a eu celui de Guigou, Chevènement. Aujourd'hui, on a d'un côté Manuel Valls et Christiane Taubira, qui est très populaire à gauche. Et là, ça complique un petit peu la tâche de François Hollande, qui adore faire la synthèse. Vous savez, François Hollande, il adore jouer comme ça, l'homme de la synthèse. Et là, ça va être compliqué parce que d'un côté, il a Manuel Valls, qui évidemment, sans doute, qui
qui est plutôt sur ses choix, lui. Et puis de l'autre côté, il a une Christiane Taubira très populaire mais ça à gauche. il faut de l'équilibre, voilà. Oui, sauf que Roselyne, cette fois-ci, sur la question de la réforme pénale, et je fais simple, simplement la question des peines planchées, ce sera les supprimer ou les garder. Et les garder, ça peut conduire peut-être à un clash avec Christiane Taubira. Et là, il va trancher, François Hollande? Moi, je crois qu'il va être obligé de trancher. Il va essayer de gagner du temps. Il va essayer de gagner du temps jusqu'au municipal. Manifestement, Christiane Taubira veut un arbitrage favorable. L'Élysée redoute clairement, éventuellement, un clash de Madame Taubira, parce que c'est quelqu'un d'impétueuse, quelqu'un qui a une forte personnalité, c'est une forte femme, elle a déjà été candidate à la présidentielle, sa carrière est derrière elle, et à mon avis, Marc, un dernier mot. Oui, un dernier mot, juste pour dire que Manuel Valls, au-delà de la politique, des universités d'été ou ça, il fait quand même du pas mauvais boulot, notamment sur l'histoire de Marseille, sur le dossier de la violence à Marseille et les règlements de compte. Enfin, il y va physiquement, régulièrement. À Marseille encore, ça continue. Hein. Oui, ça continue. C'est pas... c'est des bandits qui se tuent entre eux quand même. C'est pas Harry Potter. Sauf la Corse que Marc connaît bien d'ailleurs. C'est pas la même violence. Pour y avoir été patron. Merci, vous restez avec nous. Je rejoins donc Claire Bonichon pour la rubrique Un œil dans les médias et on va rester aux universités d'été de La Rochelle. Alors c'est curieux cette année, les internautes, ça les intéresse. Pourquoi? Oui, puisque 15 mois après l'élection de François Hollande, eh bien, la majorité a été rattrapée par la morosité et les mauvais sondages. Donc l'ambiance festive de l'an dernier laisse place à de nombreuses interrogations. Et justement, le Huffington Post s'interroge qui sera la star de la rentrée, la star de ces 3 jours. Alors est-ce que ce sera Manuel Valls, qui est dans la tourmente, mais qui reste toutefois le grand favori, ou est-ce que ce sera Ségolène Royal, le grand retour de Ségolène Royal, toujours à la recherche de sa popularité perdue, ou peut-être le sacre de Jean-Marc Ayrault. En tout cas, le Lab d'Europe 1 nous explique que La Rochelle ne connaîtra pas la même affluence que l'année dernière. Le chiffre des préinscriptions est en baisse de 20% par rapport à l'année dernière. Alors, sur Twitter, si Anne Hidalgo montre très fièrement qu'elle se rend à La Rochelle avec cette photo dans le TGV, eh bien Gaëtan Gors, le sénateur de la Nièvre, lui préfère s'abstenir et ironise plutôt que d'assister à une énième Gaëtan Gors, vous avez fait compétition de tuning à La Rochelle. Je choisis cette année le beau festival de blues de la Charité sur Loire, et symbole des divisions qui règnent au sein du Parti socialiste. Eh bien Harlem Désir, qui dans Le Monde avouait qu'il sert parfois de gilet pare-balles au gouvernement. Alors la cacophonie qu'il règne au PS, les internautes préfèrent en rire avec cette photo, par exemple, qui circule sur Twitter. La Rochelle, la famille foldingue, avec évidemment François Hollande à la place d'Eddie Murphy, entouré de Ségolène Royal, Christiane Taubira, Harlem Désir ou encore Lionel Jospin. Alors, fini la rigolade. On va redevenir sérieux avec le Liban et ce double attentat meurtrier aujourd'hui à Tripoli, une violence qui fait beaucoup parler sur la toile. Oui, alors c'est l'attentat le plus meurtrier depuis la fin de la guerre civile libanaise, nous rappelle L'Orient le jour. Tripoli, majorité sunnite, et depuis le début de la crise syrienne, le théâtre de nombreuses éruptions de violence, la crise syrienne qui s'exporte. Et dans L'Orient le jour, toujours, un ancien ministre libanais qui réagit. Il faut que les responsables sachent que si nous continuons sur cette voie, il n'y aura plus de Liban. En tout cas, sur Twitter, aujourd'hui, de nombreuses photos du drame ont circulé. Alors parfois des photos insoutenables que j'ai choisi de ne pas vous montrer, puisqu'évidemment sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre. Donc vous voyez cette photo par exemple d'une des mosquées après l'explosion. Donc de nombreux dégâts. Mais aussi il faut faire attention, puisqu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos circulaient mais qui ne sont pas les bonnes. Par exemple cette image, cette photo, attendez je vais vous la montrer, a été prise à Damas en février. Et elle était montrée sur la toile comme une photo de Tripoli. C'est ce que nous explique en tout cas le site Storyful, un site qui vérifie les éléments postés sur les réseaux sociaux, et sur Twitter aussi. Évidemment, de nombreuses réactions des internautes après ces attentats. C'est un nouvel exemple de la situation critique dans la région, donc des internautes qui montrent leur solidarité sur la toile.
Voilà, on retrouve un peu de légèreté et une info quand même extrêmement cruciale qui va tous vous passionner. On saura qui sera le prochain Batman. Oui, eh bien, ce sera Ben Affleck, on l'a appris aujourd'hui, le comédien et réalisateur d'Argo, qui donc endossera le costume du Chevalier Noir. Alors, la production devrait commencer en début d'année prochaine. Alors, Ben Affleck sera-t-il à la hauteur? Eh bien, les fans n'ont pas attendu la sortie du film pour réagir, pour partager leurs réactions. Beaucoup font part de leur déception. Ils rappellent que la première expérience de Ben Affleck dans le rôle de super-héros avait fait un flop. C'était Daredevil en 2003. Vous voyez, Ben Affleck était époustouflant en Daredevil. Je rêve de le voir en Batman. Merci Claire, vous finissez en beauté, surtout qu'il y a le patron de la rédaction sur le plateau. Donc bravo, j'en profite pour failloter. Merci Marc, merci à tous pour ce débat. Et je remercie aussi Isabelle Dujonchet, Maude Roubaud et Anthony Saint-Léger pour avoir préparé ce débat. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de la semaine. La semaine prochaine, vous retrouvez Vanessa Burgraff. Merci à vous.